Donc, il me fallait une idée qui puisse être profitable avec très peu de capitaux, très rapidement. En 2001, quand je fais Zigni, c'est pas par amour de la musique, etc. C'était plus juste par, dans un monde où il n'y a pas de capital disponible, qu'est-ce que je peux créer avec peu de capitaux et que je sais exécuter. Mais c'est pas par amour du produit. Je pense que vendre des sonneries Logo, ce n'est pas particulièrement un bien-être pour l'humanité. Et donc, j'avais fait plus par désir d'être entrepreneur dans les contraintes du moment, plus qu'autre chose. Donc, je voulais être entrepreneur, j'étais prêt à tout sacrifier, y compris aimer l'idée, pour ce faire. Et j'avais vu qu'en France, il y avait Kiwi qui faisait de sonneries Logo sur téléphone portable qui semblait marcher. J'avais vu que ça semblait marcher dans tous les pays du monde. Je me suis dit, ça peut-être marcher aux États-Unis. Je me suis lancé. J'ai remis 100% de ce que j'avais touché, qui était, il me semble, $700 000 de Auckland. Et voilà, on s'est lancé le 2 juillet 2001. Alors au début, c'était très dur parce que les compagnies de musique ne voulaient pas nous donner de licence, les opérateurs téléphoniques ne voulaient pas s'interpeller qu'on se connecte. Il n'y avait pas de système de livraison de SMS. Donc littéralement, on a dû hacker dans les systèmes de livraison des opérateurs téléphoniques. On a dû violer plus ou moins toutes les lois de copyright possibles et imaginables. Et impossible de lever $1 ou €1 de tous les capteurs. Mais petit à petit, en fait, à force d'être présent, de frapper à la porte des compagnies de musique, de frapper à la porte des opérateurs téléphoniques et le marché évoluant dans les autres pays. Comme on était les seuls à avoir opéré, à avoir créé des systèmes de livraison, du contenu, à avoir essayé d'obtenir des licences, on a commencé à se crédibiliser, mais ça a pris 2 ans. On a signé le premier contrat opérateur en avril 2003. OLX, c'est le bon coin du reste du monde que j'ai lancé en début 2006. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que pour Zigni, je n'avais pas été capable de lever des fonds de capitaux risqueurs parce qu'ils étaient tous devenus frileux. Mais en fin de parcours, au moment où j'étais devenu très profitable, tous les VC voulaient me financer. Bon, je leur ai dit, c'est gentil, mais maintenant que j'ai des millions dans la banque, j'ai plus besoin de vos sous. Une fois qu'ils n'ont pas investi dans la boîte d'avant et qu'elle a vraiment réussi, quand j'ai créé ma prochaine boîte, ils ont tous voulu me financer. Là, on m'a donné $10 millions à 28 millions de valo au lancement. Donc, j'avais une PowerPoint, j'avais rien. On m'a donné $10 millions à 28 millions de valo. Donc, j'en ai profité pour me lancer dans 100 pays. J'ai dépensé 50 000 dans 100 pays, donc j'ai dépensé 5 millions. J'aurais voulu que ça prenne en France, aux États-Unis, etc. Mais alors, il aurait probablement fallu se concentrer et dépenser plus. Mais ça a fini par prendre en Inde, au Pakistan, au Brésil et au Portugal. Dans ces 4 pays-là, il y en a 2 qui sont plus stratégiques en termes de création de valeur, qui sont l'Inde et le Brésil. Je me suis concentré sur ces 2-là. Mais comme les autres, on les avait plus ou moins gagnés, on a continué d'opérer. On est passé de 100 pays à 4. On a vu très gros dans ces 4-là. Et notamment au Brésil, qui était en fait là où on était le plus profitable. Et une fois qu'on est devenu très gros là, on s'est relancé dans les autres pour finir dans les 30 pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui, avec les 5 000 employés, les 350 000 utilisateurs. Les crises au sens large, avant même la crise sanitaire autour du Covid, ont tendance à accélérer les changements sous-jacents. Et on l'a vu, et quelque part, l'Internet bénéficie énormément de la crise sanitaire parce qu'il y a une augmentation de la pénétration. On était au balbutiement de l'éducation en ligne et de la santé en ligne. Maintenant, elle est devenue banale. On était encore au début du commerce électronique avec une pénétration du commerce électronique de 10% des achats qui est maintenant passé en une année à 15%. Pareil sur les commandes de nourriture en ligne qui étaient à quelques pourcents, qui ont énormément... Donc, on a accéléré les tendances qui allaient arriver. Donc, on a pris plusieurs années d'accélération d'un coup. Donc, ça me rend que plus optimiste et vis-à-vis de l'impact que va avoir la technologie sur la société. Et d'ailleurs, la vie que l'on a eue pendant la période de confinement n'a été quelque part supportable que grâce à la technologie. Imaginez qu'en 95, on ait dû être confiné et qu'on n'ait pas Netflix, des jeux vidéo, Amazon qui nous livre, etc. Ça aurait été ou la nourriture livrée à domicile par Deliveroo, etc. Ça aurait été une qualité de vie bien moindre. On n'aurait pas pu travailler à distance, donc les revenus seraient beaucoup plus écroulés. Donc ça a eu un impact très fort. Maintenant, mais pour moi, c'est juste une accélération de la tendance vers l'Internet. J'aurais pu gagner, je ne sais pas, 25 ans, 120 millions de dollars. Mais la bulle a explosé. J'ai fini par vendre ça pour presque rien.
refaire, je serais allé à la Silicon Valley, j'aurais créé une boîte dans la Silicon Valley. Mais c'est une sorte d'auto-limitation. Je ne me pensais pas créatif, je n'avais pas d'idée novatrice à amener au monde. Les contraintes, surtout à l'époque où pour créer une startup, ça coûtait beaucoup plus d'argent, il fallait beaucoup plus de compétences. Je me suis dit qu'en tant que quelqu'un de 23 ans, la plupart des idées n'étaient pas appropriées. Créer un Amazon, il faut des milliards de dollars de financement, il faut des compétences en logistique, en supply chain. Créer un e-trade, il faut une licence bancaire. Je me suis dit que le plus simple, c'était de prendre une idée qui avait déjà marché aux États-Unis et l'amener en France. À refaire, j'irai directement dans la Silicon Valley créer une boîte. Ça m'a quand même permis d'être très visible, de lever de l'argent et d'apprendre plein de choses ce faisant. Donc ça a quand même plus ou moins fonctionné, même si, in fine, je n'ai pas vraiment réussi avec la première boîte. C'est autant le timing qu'autre chose. La bulle a commencé à se créer en 1995 avec l'IPO de Netscape et elle s'est terminée en mars 2000. Or, j'ai créé ma boîte en juillet 1998. On a lancé le site en avril 99, donc le temps qu'on commence à grandir, etc. Et au moment où on commençait à être relativement valorisé, en position de faire des choses intéressantes, la bulle a explosé. Donc en février 2000, il y a eBay par exemple qui voulait nous racheter pour 300 millions de dollars. Et j'en avais 40%, donc j'aurais pu gagner, je sais pas, 25 ans, 120 millions de dollars. Mais la bulle a explosé, j'ai fini par vendre ça pour presque rien. Et c'est amusant la vitesse à laquelle les choses changent. J'ai créé la boîte telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une boîte qui vaut des milliards. Tout allait très bien jusqu'en 2009. On était très gros, très profitables, très contents. Où malheureusement, une boîte norvégienne, qui à l'époque s'appelait Schibsted, qui détient Le Bon Coin en fait, a décidé de nous attaquer au Portugal et au Brésil, est devenu nos très gros concurrents. Et je parle à coût de centaines de millions de dollars. Donc en tout, ils ont dépensé 300 millions de dollars en pub télé au Brésil. Et donc, j'ai vendu la boîte à la place à Naspers parce qu'ils m'ont dit qu'ils me donneraient les moyens de me battre. Et c'est vrai, ça a été le cas. On a dépensé presque 1 milliard de dollars. Mais in fine, on a gagné la guerre. On a fusionné 51% pour nous, 49% pour Schibsted, qui aujourd'hui s'appelle Adevinta, et au Brésil et dans plein d'autres pays. Et j'ai créé la boîte telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une boîte qui vaut des milliards. Maintenant, en 2013, ayant gagné la guerre, et c'était une boîte, pareil, on faisait partie d'un groupe coté, énorme, c'était plus aussi amusant qu'aux premières heures. Et je voulais repartir à l'aventure. En 98, donc à l'âge de 23 ans, je suis rentré en France et j'ai créé Auckland, qui était un des premiers sites d'enchères sur Internet de l'Europe et du monde, sur de eBay de la France. Pour économiser des sous pendant la période de développement, je me suis mis dans, entre guillemets, le garage familial. Alors, c'était pas un garage, c'était une pizzeria abandonnée. On a développé le logiciel jusqu'en début 99 et on s'est lancé avec déjà le plus d'annonces, une stratégie en communication presse qui était assez poussée et donc très rapidement on est devenu un des plus gros sites d'enchères en Europe. En juin 99, on a levé 18 millions de dollars auprès de Europat-Web qui était le groupe de capital risque de Bernard Arnault. Donc, on a quand même pas mal monté en volume d'affaires, en volume de vente. Il y a quand même pas mal de transactions qui se passaient. C'est assez amusant quand on parle d'échelle, parce qu'à l'époque, il y avait des journées où on vendait quelques milliers d'objets. On avait l'impression qu'on avait réussi, on était énorme, etc. Et quand je reviens sur ça 10 ans plus tard, quand on est à OLX, où on a 20 millions de visiteurs par jour et on vendait 5 millions d'objets par jour, les échelles étaient différentes et en fait on s'en rendait pas compte parce qu'on venait de rien, on avait l'impression que tout était énorme alors c'était vraiment des tout petits balbutiements où les gens se connectaient par modem, tout allait lentement, les graphismes étaient horribles, etc. En 98, donc à l'âge de 23 ans, je suis rentré en France et j'ai créé Auckland, qui était un des premiers sites d'enchères sur Internet de l'Europe et du monde, sur de eBay de la France. Pour économiser des sous pendant la période de développement, je me suis mis dans,
entre guillemets, le garage familial. Alors, ce n'était pas un garage, c'était une pizzeria abandonnée. On a développé le logiciel jusqu'en début 99 et on s'est lancé avec déjà le plus d'annonces, une stratégie en communication presse qui était assez poussée et donc très rapidement on est devenu un des plus gros sites d'enchères en Europe. En juin 99,